Nouveau jour, nouvelle édition de l'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la TV7. Au sommaire de cette édition, nous irons en détail en ce qui concerne le nombre de personnes inscrites sur le fichier électoral récemment validé par l'Organisation internationale de la francophonie. La CENI a rendu officiel un communiqué à cet effet ce lundi. Le compte rendu à suivre. Puis pour favoriser une plus grande intégration énergétique et améliorer la stabilité de l'approvisionnement électrique dans la région ouest africaine, le Centre d'information et de coordination pour le marché régional de l'électricité de la CEDEAO a été mis en place, vous le verrez. Puis au-delà de nos frontières, nous irons en République démocratique du Congo. Les campagnes électorales pour la présidentielle du 20 décembre prochain ont démarré ce lundi. L'ambiance est clairement palpable dans plusieurs villes, même à Goma, région en proie aux attaques des forces du M23. Et au Tchad, hier dimanche, l'opposant politique Succès Masra, de retour d'exil, a tenu un meeting à N'Djamena, la capitale tchadienne. L'opposant a appelé à une réconciliation avec le pouvoir, alors que dans un mois se tiendra un référendum constitutionnel. C'est donc tout pour les titres de ce soir. Passons au développement tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Ce lundi, la Commission électorale nationale indépendante a rendu officiel un communiqué portant sur les statistiques du fichier électoral récemment validé par l'Organisation internationale de la francophonie. Le nombre brut d'électeurs recensés est estimé à 4 432 936 personnes. D'autres précisions sur ces statistiques avec ce reportage de Gloire Lodonou. La Commission électorale nationale indépendante CENI du Togo a annoncé dans un communiqué publié ce 20 novembre 2023 la finalisation du fichier électoral en vue des prochaines consultations électorales. Ce fichier est le résultat du recensement électoral effectué du 29 avril au 14 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national, suivi d'un traitement des données et d'un audit interne. La CENI a également sollicité l'Organisation internationale de la francophonie OIF pour auditer le fichier provisoire afin d'en vérifier la conformité aux normes nationales et internationales. L'audit qui s'est déroulé du 20 au 27 novembre 2023 a porté sur les critères d'exhaustivité, d'actualité et de complétude du fichier. Selon le communiqué, le fichier électoral définitif comprend 4 423 936 électeurs, dont 2 362 966 femmes et 1 941 375 hommes. Ce fichier permettra au Togo de tenir dans les jours à venir sa toute première élection régionale et les législatives. Cependant, les dates et le chronogramme de ces élections ne sont pas encore communiqués par la Commission électorale. La Banque de développement allemande va accompagner 69 des 117 communes au Togo avec un montant global de 13 milliards de francs CFA. L'appui va améliorer les services publics au niveau local durant les 4 prochaines années. Un ensemble de projets sera donc réalisé prenant en compte les besoins des populations. D'autres précisions sur l'initiative avec ce reportage signé Promise Bomébé. Dans le cadre du programme d'appui au financement des communes PAPC, l'Allemagne, à travers sa banque de développement, va accompagner 69 communes togolaises. L'accompagnement financier d'environ 13 milliards de francs CFA s'inscrit dans le compte du Fonds d'appui aux collectivités territoriales FACT. Il est destiné à soutenir les projets durables dans les régions de la Kara, centrale et des plateaux. Conclu entre l'institution financière et le ministère de la décentralisation et du développement des territoires, la convention servira à réaliser un ensemble de projets prenant en compte les aspirations des populations. L'objectif est celui d'améliorer les services publics au niveau local au cours des 4 prochaines années, notamment de 2024 à 2028. En effet, ces fonds seront mis à la disposition des communes ciblées à travers des appels à projets et le domaine concerné par ce financement est celui des infrastructures. L'on note entre autres les écoles, les centres de santé, les infrastructures marchandes, l'adduction d'eau potable et bien d'autres. Les collectivités locales bénéficiaires de cet accompagnement ont été appelées à s'approprier les bonnes pratiques en matière de bonne gouvernance locale et de gestion efficace des affaires communales, mais aussi à manifester de l'engagement sans faille pour le succès du programme.
Et l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle dans le journalisme, illustrée par plusieurs initiatives, soulève des inquiétudes. Malgré les avantages à cet effet, le Conseil national des patrons de presse et celui international de l'intelligence artificielle, en collaboration avec Human AI, a échangé avec des professionnels de médias quant à l'intégration de l'intelligence artificielle dans leur métier. On écoute le compte rendu signé Harold Misson. L'intelligence artificielle, IA, prend peu à peu de la place dans le monde du journalisme, suscitant à la fois enthousiasme et inquiétude quant à son rôle dans la création et la vérification des contenus. Par exemple, Genesis, une IA développée par Google et actuellement en phase de test, peut aider les journalistes à formuler des titres pertinents, des tournures de phrases et même à générer du contenu en temps réel. Cette utilisation constante de l'IA soulève néanmoins des questions sur la fiabilité des informations générées. L'IA, qui simule certaines formes d'intelligence humaine à l'aide d'algorithmes et de modèles mathématiques, offre des avantages indéniables dans le domaine journalistique. Il automatise des tâches, accélère la recherche d'informations, améliore la précision des analyses et élargit la portée des médias. Toutefois, ces avantages s'accompagnent de défis. L'exactitude des informations générées par les machines doivent être constamment vérifiées et les biais potentiels de l'IA doivent être corrigés pour garantir l'objectivité journalistique. De plus, l'automatisation de certaines tâches soulève des questions sur l'emploi des journalistes et la nécessité d'un équilibre entre le travail humain et l'utilisation de l'IA. Des formes concrètes de l'utilisation de l'IA dans le journalisme existent déjà. On peut noter par exemple l'utilisation d'algorithmes pour détecter les faux articles et les deepfakes. L'IA continuera d'évoluer, promettant des avancées significatives dans l'automatisation de la rédaction, l'analyse de sentiments, la personnalisation de l'information et l'amélioration de l'expérience des lecteurs. Dans ce contexte, le Conseil national des patrons de presse, CONAP, en collaboration avec le Conseil international de l'intelligence artificielle, CONIA, et Human AI, a organisé ce 17 novembre 2023 à Lomé, à l'endroit des professionnels de médias, une formation à l'imprégnation de l'intelligence artificielle. Vendredi dernier a eu lieu au Bénin l'inauguration du Centre d'information et de coordination du marché régional de l'électricité de la CEDEAO. L'initiative aspire à coordonner efficacement les échanges d'énergie électrique entre les nations membres de l'institution. Plus de précisions sur le projet avec ce reportage de Claire Gagnon. Près de 7 ans après le lancement des travaux de construction, le Centre d'information et de coordination du marché régional de l'électricité de la CEDEAO a été officiellement inauguré à Abomey-Calavi au Bénin vendredi dernier. Ce centre a pour objectif de promouvoir et de développer des infrastructures de production et de transport d'énergie électrique tout en assurant la coordination des échanges entre les États membres. Il permettra aux entreprises éligibles d'acheter et de vendre de l'énergie électrique de manière transparente et compétitive conformément aux règlements régionaux. Selon Damtien Titibidja, vice-présidente de la commission de la CEDEAO, cette initiative vise à réduire les délestages, répondre à la demande croissante, abaisser les tarifs, élargir l'accès à l'électricité, stimuler le développement industriel et encourager la production indépendante d'énergie. Ce centre est la concrétisation de la synchronisation des réseaux électriques de 13 pays de la CEDEAO, dont le Togo. Ce 20 novembre se tient la journée internationale des droits de l'enfant, l'objectif étant de rappeler les droits fondamentaux de l'enfance puisque des millions de jeunes à travers le monde entier continuent à être victimes d'inégalités. Au Togo par contre, cette journée est observée avec un bilan satisfaisant. C'est ce que rapporte Bernard Canvi avec ce récit. Les enfants aujourd'hui vivent dans un monde de plus en plus hostile à leurs droits, malgré la ratification du cadre juridique international qui a permis aux dirigeants du monde entier de reconnaître à tous les enfants des droits inaliénables. En ce jour du 20 novembre où la communauté internationale célèbre les droits des enfants, le Togo peut quant à lui se réjouir des avancées enregistrées dans le domaine. Ces évolutions se traduisent sur plusieurs plans, notamment sur le plan législatif, institutionnel, programmatique et même opérationnel.
Sur le plan législatif, le pays dispose des instruments conduisant à l'adoption de textes tels que le Code de l'enfant, des personnes et de la famille, le nouveau Code pénal et la loi protégeant contre les violences à caractère sexuel, entre autres. Des mesures ont été également prises au niveau institutionnel pour améliorer la prise en charge des enfants vulnérables, notamment la transformation de la brigade pour mineurs de Lomé au centre d'accès aux droits et à la justice pour enfants. Sans oublier le plan d'action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants et d'autres initiatives visant à renforcer la protection et le bien-être des enfants, pour ne citer que cela. Malgré ces avancées, il est aussi important de souligner que ces droits ne sont pas respectés dans certains milieux du pays, d'où la nécessité pour les gouvernants de se rendre plus déterminés à mettre les normes en pratique. Touchons la santé avant de s'envoler pour l'actualité au-delà de nos frontières. Elle continue par représenter un défi majeur pour la santé publique, même à l'échelle mondiale. Elle, c'est la syphilis, une maladie sexuellement transmissible capable d'affecter différentes parties du corps humain. Quelles en sont les causes et quel en est l'état des lieux? Les précisions sont de Jessica Ralou. Problème de santé mondiale, la syphilis est une maladie sexuellement transmissible causée par une bactérie appelée Treponema pallidum. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, 7,1 millions de nouveaux cas de syphilis ont été recensés dans le monde en 2020. Au Togo, les décès par syphilis ont atteint 0,19% des décès totaux selon les dernières données de l'OMS. Cette maladie peut être transmise d'une personne infectée à une personne non infectée, principalement par le contact sexuel. La transmission peut se produire lorsque la muqueuse ou les lésions cutanées de la personne non infectée entrent en contact direct avec les sécrétions infectées. Et la syphilis peut également être transmise de la mère infectée à son enfant pendant la grossesse, ce que l'on appelle la syphilis congénitale. Il est également possible, bien que moins fréquent, de contracter la syphilis par le biais d'une transfusion sanguine contaminée ou par l'utilisation partagée d'aiguilles ou d'autres équipements de drogue. Il est essentiel de noter que la syphilis ne peut pas être contractée par un simple contact quotidien comme des contacts sociaux, des poignées de main, des toilettes publiques ou des objets inanimés tels que des sièges de toilette. Si vous pensez avoir été exposé à la syphilis ou à toute autre MST, il est très important de consulter un professionnel de la santé pour un dépistage et un traitement approprié. À l'étranger à présent, Sénégal pour commencer, tout comme dans plusieurs pays de la sous-région, les effets du changement climatique continuent par compliquer la vie de plusieurs habitants. Dans le reportage qui suit, nous faisons un focus sur le quotidien d'une famille contrainte à parcourir une vingtaine de kilomètres par jour pour faire paître son bétail. La famille d'Amadou Altindiaï se prépare à se coucher. Vivant au Sénégal, elle dort dans cette clairière parsemée d'acacias et de broussailles. Tous les soirs, elle est entourée de son bétail et le matin, elle doit reprendre le chemin. En tout, cette famille parcourt 19 km par jour à la recherche de pâturage pour ses animaux. Je suis né dans le pastoralisme. Je ne connais rien d'autre. C'est le seul travail que je fais. C'est une activité que je n'ai jamais minimisée. Parce qu'à ma naissance, j'ai trouvé des vaches et des moutons ici. Je ne me plains pas. Je suis juste confrontée aux difficultés de la vie, comme le changement climatique que mes parents n'ont jamais connu. Vous avez des parents qui ont été des éleveurs dans des hameaux. Bien que le pastoralisme nomade a soutenu ces populations pendant des millénaires, il fait face à des pressions croissantes dues à la détérioration des environnements, au rétrécissement des parcours et aux nouvelles générations qui recherchent une vie moins épuisante et moins fragile. Dans cette activité, des amitiés homme-animal se créent. Il existe un lien certain entre le berger et son troupeau, surtout lorsque vous êtes seul dans la forêt. Ils s'habituent à vous et viennent s'allonger à côté de vous et quand vous les appelez, ils viennent en courant. Il y a une véritable amitié entre nous. Les animaux mâles pleurent quand ils s'éloignent de nous. La désertification est un problème dans toute la région du Sahel en Afrique.
Et selon les experts, le Sénégal est devenu plus chaud. Les éleveurs n'essaient pas seulement de dépasser le changement climatique, ils le combattent par tous les moyens. Lorsque nous avons commencé le pastoralisme, la brousse était pleine de mystères. Mais en raison du manque de pluie, les arbres ne poussent plus continuellement dans la forêt. Abattre des arbres détruit la forêt. C'est la situation. Les gens ne connaissent pas la valeur des arbres dans la forêt. Avec la modernisation, la famille d'Amadou Altindiaye utilise un téléphone rechargeable grâce à un panneau solaire pour appeler les groupes d'éleveurs qui vivent beaucoup plus loin. Avec eux, elle partage des informations sur les conditions météorologiques et les meilleures zones de pâturage où l'eau et la végétation sont encore disponibles. En prélude à la prochaine élection présidentielle, les campagnes électorales ont démarré ce lundi en République démocratique du Congo. À Goma, région en proie aux attaques des forces rebelles du M23, l'ambiance festive n'a pas été absente comme dans plusieurs autres villes du pays. Voici quelques images. Dans les rues de Goma, en RDC, la campagne électorale s'installe. Une ferveur populaire qui cache mal le spectre de la guerre. La ville est la cible des rebelles du M23. Personne ne va nous intimider. Le Congo est notre patrie. Le Congo est à nous. Si nous avons décidé de venir aux élections, c'est parce que nous savons que nous arrivons avec un changement. Au lancement de cette campagne, la commission électorale a évoqué des difficultés à organiser le scrutin sur l'ensemble du territoire national. L'opposition congolaise, elle, redoute des élections bâclées, parce que déjà une partie du peuple congolais ne va pas participer à cette fête nationale. Une élection, normalement, dans un État qui se veut un État, c'est une fête nationale. Une partie du Congo est tertlie. L'incertitude plane sur la ville de Goma, sur une bonne partie du territoire de Massissi. Les rebelles du M23 défient le pouvoir de Kinshasa depuis des années. Ils sont encore plus présents ces derniers temps. Nous sommes inquiets car la guerre du M23 est aux portes de Goma. Et en plus, cette campagne n'est pas la même que les autres années. Les gens ont peur. Ils ont peur. Ils pensent que l'ennemi peut profiter de la campagne pour attaquer la ville. La campagne durera 1 mois et le président sortant Félix Tshisekedi brigue un second mandat face à 25 autres candidats. D'ailleurs, de nombreux militants de l'UDPS et des partis réunis dans l'Union sacrée étaient dimanche au stade des Martyrs de Kinshasa pour soutenir la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle qui, elle, aura lieu le 20 décembre prochain. Toute autre actualité à présent, après plusieurs jours de négociations devant aboutir à la signature d'un traité international visant à réduire la pollution des déchets plastiques, aucun compromis n'a été trouvé entre les organismes de défense et les entreprises à Nairobi, la capitale kenyane. Alors que ces dernières soutiennent le recyclage, les ONG, quant à elles, supportent une diminution de la production de plastique à 75%. Voici le compte rendu. Aucun accord sur la mise en place d'un traité visant à réduire les déchets plastiques. Un traité pourtant voulu par tous à quelques semaines de la COP28. Les négociations sur la pollution plastique ont pris fin dimanche à Nairobi au Kenya. La frustration des ONG de défense de l'environnement. Malheureusement, ce que nous voyons ici, ce sont des nombreux discours circulaires destinés à quelques pays qui refusent d'aller de l'avant. Et ceux dont nous avons besoin, ce sont des pays qui intensifient leurs efforts et font preuve de leadership pour que nous puissions obtenir un traité qui réduirait massivement la production de plastique et protégerait la santé humaine. C'est le fond du traité qui divise. Les ONG plaident pour une baisse de 75% de la production d'ici à 2040 et les entreprises veulent plutôt recycler. Nous avons ici près de 150 lobbyistes de l'industrie du combustible fossile qui tentent de saper le progrès et de protéger leurs profits en toute impunité aux dépens des personnes et de la planète. Nous n'avons pas vu le leadership que nous souhaitions voir des pays qui en savent mieux. Les négociations sur la pollution plastique se poursuivront en avril prochain au Canada pour se conclure en Corée du Sud fin 2024.
Et pendant ce temps, le Zimbabwe, quant à lui, a toujours du mal à contenir l'épidémie de choléra, alors que le nombre de personnes ayant contracté le virus ou étant susceptibles de l'avoir contracté ne cesse d'augmenter. Un état d'urgence a été décrété à Harare. On voit cela dans le reportage qui suit. Des mesures d'urgence ont été mises en place à Harare au Zimbabwe pour contenir la propagation du choléra. Les patients atteints de la bactérie et ceux soupçonnés d'avoir contracté la maladie sont internés dans une clinique à Kuwadzana, épicentre de cette épidémie. Cette banlieue à forte densité de la capitale représente près de la moitié des cas signalés. À Harare, 13 vies ont été perdues et 7 d'entre elles venaient du quartier de Kuwadzana, ce qui représente plus de la moitié. Plus de 50% des morts proviennent de cette région. C'est pourquoi nous déployons plus d'efforts dans cette zone. À Kuwadzana, comme dans plusieurs autres quartiers de la capitale, faute d'approvisionnement en eau et d'infrastructures adéquates, le choléra prolifère à grande échelle. Chaque semaine, nous ne sommes pas approvisionnés en eau du lundi au vendredi. Il y a beaucoup d'eau usée qui coule par ici et cela déclenche la propagation du choléra. Avec 51 morts confirmés dans le pays et plus de 7000 personnes infectées, l'état d'urgence a été décrété à Harare vendredi par les autorités sanitaires. De plus, elle mise sur la chloration, la dernière étape du traitement de l'eau avant sa distribution. Ce procédé de chloration de l'eau aide à prévenir la contamination de l'eau de forage et réduit ainsi la propagation du choléra. Selon la Croix-Rouge, les autorités sanitaires peinent à contenir le nombre élevé de cas depuis le début de l'épidémie, notamment en raison d'un manque de personnel soignant ainsi que l'absence de fournitures médicales. Ça semble désormais être la fin du bras de fer entre Succès Masra, opposant politique rentré d'exil en début du mois de novembre, et le pouvoir en place au Tchad. Hier dimanche, l'opposant, à lors d'un meeting tenu à N'Djamena, la capitale tchadienne, appelait à une réconciliation avec le pouvoir en place. Voici le compte rendu de la manifestation. L'opposant tchadien rentré d'exil au début du mois de novembre a été autorisé à animer un meeting dimanche à N'Djamena. Devant une foule de partisans, Succès Masra a prôné la réconciliation avec le pouvoir à un mois d'un référendum constitutionnel. L'opposant avait été contraint à l'exil après la sanglante répression d'octobre 2022. Sachez que nous sommes sortis pour la justice et pour l'égalité, pour porter votre voix, et nous sommes rentrés aujourd'hui avec cette même conviction et cette même détermination pour nous battre afin que la justice et l'égalité deviennent la réalité dans ce pays qui est le nôtre. Dimanche, c'est à l'apaisement et à ne pas réclamer vengeance que Succès Masra a appelé ses partisans, estimant que la réconciliation n'est pas une capitulation. Des manifestations pour la quasi-totalité des jeunes avaient été tués par balle. À partir d'aujourd'hui, nos portes sont ouvertes, nos cœurs sont ouverts. Je voudrais que vous ouvriez les vôtres aussi pour poursuivre dans le dialogue, de sorte que cette transition qui a pris son décollage en avril 2021, qui a connu une zone de turbulence extrême en 2022, notamment le 20 octobre, puisse atterrir en 2024 à l'aéroport de la démocratie où, pour la première fois, les Tchadiens choisiront de manière inclusive et librement leurs dirigeants. Le reste de l'opposition, dont nombre de dirigeants sont encore en exil, dénonce un accord de dupes et fustige le ralliement de Succès Masra aux militaires qui se sont emparés du pouvoir à la mort du président Déby. Point final donc à cette édition, mesdames et messieurs. Ce sera donc tout pour l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. D'ici là, bonne suite de soirée et portez-vous bien.